Présenter Max Scheurer, monsieur le professeur Max Scheurer, c'est à la fois simple et passionnant. Simple parce que, ma foi, c'est un chercheur universitaire, brillant, qui a fait une carrière classique qui l'a amené plutôt à devenir professeur, comme c'est marqué ici, ça doit être marqué, oui, à Bordeaux 3, professeur d'archéologie. Bien, je résume, Max. Et passionnant parce que vous voyez en même temps qu'il est marqué quelque part physicien. Que veut bien faire un physicien en archéologie? C'est un peu bizarre. Mais, en fait, Max a fait partie, je dirais, de ces pionniers qui, il y a quelques décennies, ont révolutionné, je n'ai pas peur du mot, ont révolutionné cette discipline. Alors vous connaissez tous l'apport, par exemple, des biologistes et de l'ADN, c'est classique. Des images virtuelles, vous avez tous vu des films sur ces sujets-là. Et croyez-moi, je parle d'expérience, ça n'a pas toujours été facile d'imposer ces thèmes de recherche. Nous avons ici, avec la Maison de l'Archéologie, de remarquables chercheurs dans tous ces domaines, qui viennent souvent d'ailleurs, qui ont fait une licence de maths, d'informatique, et puis après ils se sont mis à faire de l'archéologie. Bon, et en ce qui concerne Max, eh bien il est physicien. Physicien dans un domaine sur les matériaux, et il a appliqué cela, alors je ne rentre pas sur la question de l'illuminescence, etc. Enfin, bon. Il a appliqué tout cela donc aux archéomatériaux, c'est-à-dire les matériaux anciens. Et là, bon, c'est une révolution, on peut dire, c'est que souvent on avait affaire à des hypothèses, qui étaient de brillantes hypothèses, mais qui n'étaient pas toujours faciles à asseoir sur la réalité. Et grâce à l'apport de pionniers comme Max, on est arrivé à concrétiser, c'est-à-dire que par exemple, il a pu dater réellement un certain nombre, je ne rentre pas dans les détails, un certain nombre d'objets que l'on connaissait, où on pensait que c'était de telle époque. Alors parfois, ces méthodes scientifiques ont confirmé ces résultats, parfois les ont infirmés. Si je me trompe, tu me dis. Alors bien entendu, ça a été un peu une querelle d'anciens et de modernes. Mais aujourd'hui, je pense que l'archéologie est devenue une discipline vraiment pluridisciplinaire, remarquable. Et je n'en peux pour preuve, justement, on en parlait entre nous tout à l'heure, le film qui a été sélectionné, enfin qui a été primé à Ichronos, où on voit toutes ces techniques, mais en même temps quelque chose qui est important aussi à voir, c'est tout ce que... Il y a un côté sociologique, je dirais, qui est remarquable dans ce film. Si vous avez l'occasion de le voir, je ne sais plus son titre parce que c'est un peu compliqué, tu me le... Sauver Mézaïnak. Voilà, si vous avez l'occasion de le voir, précipitez-vous. Je permets une parenthèse. Oui, oui, vas-y. Il s'agit d'un gisement pré-islamique à 30 km de Kaboul, en Afghanistan. Et la zone a été fouillée à partir de 2006-2007 par un groupe franco-afghan. Et on a découvert un site d'une richesse inouïe d'un période bouddhiste, c'est-à-dire la période qui correspond au fameux Bouddha de Bamiyan, qui ont été pulvérisés en 1981 par les talibans. Et au moment où cette fouille devenait magnifique, quoi, par ce qu'elle produisait, par la renommée qu'elle prenait sur le plan international, on a appris que les Chinois avaient découvert au même endroit un gisement de cuivre qui allait concurrencer les gisements du Chili. Alors évidemment, l'archéologie n'a pas pesé lourd, voilà. Et le film en question, on parle de Pierre, qui a été primé,
que j'ai eu l'occasion de présenter également à un festival européen qui se tenait en Italie, à Ravello, essayer d'expliquer aux politiques qui devraient aider un peu plus les archéologues afghans à résister aux Chinois. Voilà. Après avoir résisté aux Russes, parce que les Russes n'avaient pas aidé non plus. Non, non. J'ajouterai simplement que ces chercheurs, on le voit dans le film, tous les matins disent au revoir à leur famille, en se demandant s'ils reviendraient vivants de leur fouille. Oui, parce qu'il n'y a pas que les Chinois voilà, qui sont derrière, il y a les talibans. Il y a les talibans. Hein, voilà. Alors donc, je ne vais pas continuer, je vais laisser la parole à Max. Je vous ai dit que c'était un brillant chercheur. Vous allez pouvoir constater que c'est en même temps un conférencier hors pair. Et je lui laisse la parole. Merci Pierre de cette présentation à la fois amicale et très élogieuse. Je dirais que nos laboratoires, ceux de Bordeaux comme d'ailleurs, ont besoin de médiateurs entre les politiques et nous. Et je vous présente le médiateur qui intervenait entre nos universités et le conseil régional en particulier. Donc vous voyez que Pierre a une grande part de mérite dans ce que je vais vous raconter. Bien, alors, mon idée est de vous distraire, c'est pas de vous barber avec de la physique, avec des choses, des considérations que normalement on présente à nos étudiants, mais vous avez passé l'âge, pour la plupart d'entre vous, hein, presque tous, et donc l'idée c'est de vous distraire, et de vous distraire avec des choses inattendues. Voilà. Évidemment, nous chercheurs, on a tendance à se contenter de peu, être surpris par pas grand-chose, mais en fait vous allez voir quand même. Hein, voilà. Alors j'ai choisi un thème qui est un thème d'actualité, en ce sens que il nous oblige à revenir au temps des Lumières. Le temps des Lumières, c'est le temps de Voltaire, c'est le temps de « écrasons l'infâme », quand l'infâme condamnait à mort envoyait au bûcher des gens parce qu'ils n'avaient pas les mêmes idées que les autres, etc. Voilà. Et ça, c'était normalement dans les années 1700. Mais il y a eu quelque chose avant, et c'est ce quelque chose avant dont je vais vous parler. C'est-à-dire ce qui s'est passé dans les années 1600, 1600 et quelques. Et vous allez voir que c'est là qu'il y a eu cette intuition assez géniale de ce que nous appelons aujourd'hui la physique quantique. Évidemment, ce n'est pas le nom que leur donnera Jacques Raux, le physicien de l'époque, mais vous allez voir que presque tout est dedans. Ensuite, je vous amènerai chez un savetier, en fait un cordonnier, hein, on les appelait des savetiers, qui vivait à Bologne, en Italie, en 1602. Et c'est pas n'importe quoi, 1602, parce que c'est 2 ans après qu'on ait amené Giordano Bruno, sur Piazza dei Fiori à Rome. On l'a enduit d'huile, on a mis des fagots de bois autour de lui, on a mis le feu, on l'a brûlé vivant. Pourquoi? Parce qu'il prétendait que l'univers était infini, l'espace était infini, et il avait eu le tort d'y ajouter qu'il contestait la virginité de Marie. Voilà. Bien pour ça, on l'a brûlé vif. Il avait 52 ans. Et le savetier dont je vous parle va intervenir 2 ans après à peine, hein, mais en Italie, c'est-à-dire sous l'autorité de Rome, du pape. Et après, on fera un plongeon dans un grand passé. On ira dans le premier millénaire, où là, il n'y a pas directement de relation avec le siècle des Lumières, si ce n'est par le fait que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on peut expliquer ce qu'avait découvert un céramiste, un potier de Bagdad, vers 780-800. Voilà. Donc voilà les 3 petits paysages que l'on va découvrir. J'aurais pu vous amener ailleurs. J'aurais pu vous amener sur cette découverte qu'on a faite ici à Bordeaux de la fonction des 2 murs cadrans de l'observatoire de Samarcande qui a fonctionné vers 1430-1440. Et le deuxième mur, c'est ces murs cadrans qui sont dans le plan du méridien terrestre, c'est-à-dire que quand un astre passe dans ce plan, on peut le voir et il laisse une trace, un spot sur le mur cadran, donc on peut voir de jour en jour le déplacement du spot.
Et il y avait un second mur, à 75 cm du premier. Et ce second mur, personne ne comprenait pourquoi il y avait deux murs, il y avait un second mur. Et en fait, on est arrivé à cette conclusion, cette forte probabilité, que c'est parce que l'astronome de l'époque travaillait sur la rotation de la Terre autour du Soleil. On est en 1430, on est 70 ans avant Copernic, 150 ans avant Galilée, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Eh bien, pour cette raison, on l'a assassiné, on l'a décapité. Il était le prince, il était le seigneur Samarcande de l'Empire Timuride. On a chassé les 70 collaborateurs qu'il avait, des chercheurs. On les a menacés de mort s'ils ne quittaient pas les lieux immédiatement. Voilà. Et on a rasé l'observatoire au point que quand les soviétiques ont voulu le rechercher, il a fallu qu'ils lancent un très grand programme de prospection avant de trouver l'endroit où il était. Voilà, alors ça je ne vous en parlerai pas, mais ça peut faire l'objet d'une autre rencontre. Hein. Bon, et puis comme ça, il y a pas mal d'événements de ce genre qui marquent un petit peu les étapes de nos recherches. Alors, Pierre parlait des pionniers. Eh bien, la semaine dernière, à Rennes, on a enterré mon collègue Loïc Langouette, qui a fait à Rennes à peu près la même chose que j'ai fait à Bordeaux. Parfois, voilà. Donc le temps passe et je ne suis pas sûr qu'on se revoit. Donc, voilà. Bien, alors, mon nom est Barbare parce que c'est celui de mon père. Et si j'avais pris le nom de ma mère, ce serait Lapeyre. Et Lapeyre, je pense, c'est quand même plus aquitain que Schwerer. Alors Schwerer, c'est un nom qui vient de la Forêt Noire en Allemagne, mais avant que l'Allemagne existe, donc j'ai bonne conscience, qui s'est déplacé vers la Lorraine et qui a opté pour la France au moment où il fallait opter en 72, après que bon, bref. Voilà. Donc, voilà la petite histoire. Ensuite, je suis talancé par le fait que j'ai fait mes études supérieures à Talence, dans les bâtiments qui sont à côté. J'ai investi Victor Louis avec mes enfants. 3 enfants ont fait leurs études avec Victor Louis, donc je paie mes impôts, une grande partie de mes impôts à Talence, donc je viens en voisin. Si nous avions été dans un village rural d'Aquitaine, on aurait fait la moisson ensemble, les vendanges ensemble, on aurait tué le cochon ensemble. Talence est trop gros pour ça et je le regrette. Bien, donc voilà pour la présentation. Pierre Gerval a fait allusion à Ichronos. Alors, à cause du poil blanc, j'ai pris la présidence d'Ichronos il y a quelques mois et nous aurons un festival, notez-le s'il vous plaît, à partir du 23 octobre ou au musée d'Aquitaine ou à l'Athénée, mais ce sera sans doute à l'Athénée, place Saint-Christoli, entrée gratuite, et ça durera 4 jours, c'est-à-dire qu'on pourra y venir chaque après-midi, chaque soirée, et avec des films tous différents. Pierre nous a fait l'amitié d'être membre du jury l'an dernier, et le film dont il a parlé, c'était le film lauréat d'Ichronos. Donc 23 octobre, hein, et les jours suivants. Donc, physicien, j'ai fait mes études de physique à côté et mes recherches dans le bâtiment, dans la tour, qui est marquée de la lettre phi, lettre grecque phi, jusqu'à mon doctorat d'état et sciences. Et à ce moment-là est venu pour moi le moment où je basculais pour aller créer un laboratoire chez nos amis littéraires. Évidemment, tous mes camarades, mes collègues m'ont dit « Mais tu es fou, tu peux rien faire. C'est François Mauriac, c'est Montaigne, c'est Montesquieu, tu ne feras pas de la physique. » Là, parce que... Or, il y avait un créneau formidable, qui était le créneau qui était l'équivalent du carbone 14, mais pour les minéraux. Vous avez tous entendu parler de la datation, je vais vous en reparler dans un petit moment. Elle ne s'applique qu'aux matériaux organiques. Or, le passé est fait aussi de minéraux. Et les minéraux, évidemment, il n'y avait pas de méthode pour les dater. Et cette méthode, dont je vais vous parler, s'appelle la thermoluminescence. Elle est née dans 3 villes universitaires, au Danemark, à Roskilde, qui est un centre universitaire attaché à un institut nucléaire. Elle est née à Oxford, elle est née à Bordeaux. Voilà. Et certains de nos amis ont participé à la naissance de la manip à Bordeaux. Voilà. Donc... ma bascule s'est faite sur Bordeaux 3, où là j'ai participé, et j'ai même, je pense, modestement,
par les deux collègues, mais catalyser la création de la Maison de l'Archéologie. Parce que nos universités d'Aquitaine présentaient cette particularité exceptionnelle en Europe d'associer de l'anthropologie, de la préhistoire, de l'Antiquité, du Moyen-Âge, du moderne. Par exemple, tout le monde a entendu parler, je pense, d'Anne-Marie Cocula. Anne-Marie Cocula, c'est l'archéologie récente dans nos rivières et dans nos fleuves. Et puis, cette approche nouvelle, qui est la physique appliquée aux matériaux du passé, aux sciences du patrimoine. Voilà. Et Bordeaux était la seule université en Europe qui réunissait cet ensemble de paramètres, d'où la création, et c'était le ministre Jacques Valade qui en a eu la clé à un moment donné, avec certains de ses collaborateurs, dont tu fus, a décidé en 1986 de créer cette maison de l'archéologie qui a fonctionné à partir de 92. Voilà. Et c'est le bâtiment qui a une espèce de rotonde là. D'ailleurs, je disais à mes collègues physiciens, oui, on construit un cyclotron à Bordeaux 3, et ils l'ont cru un certain temps, mais ils étaient très jaloux. En fait, c'était une bibliothèque. Bien. Cette longue présentation faite, je vais vous amener dans cette espèce de dialogue que nous allons faire avec des gens qui ont observé et raconté, essayé d'interpréter ce qu'ils voyaient. Donc, ces dialogues, c'est évident, mais je préfère le dire quand même, sont des dialogues virtuels, puisqu'il n'y a aucune contemporanéité entre ces interlocuteurs et nous. Alors, le plus récent des trois interlocuteurs est ce qu'on appelait au XVIIe siècle un savant. Et il abordait l'étude des sciences, de la physique en particulier, par la philosophie. On était philosophe et à ce titre, on touchait à la médecine, on touchait à la chimie, on touchait à la géologie, etc. Donc, il a eu en 1671 une idée très géniale, et c'est celle-là que je vais développer. C'est un petit peu après Molière, c'est un petit peu après Descartes, c'est un tout petit peu avant Pascal. Vous voyez, pour vous citer un petit peu les gens qui beaucoup d'autres, hein, bref. Et, disons, on a oublié son nom parce qu'il a été considéré comme un disciple de Descartes, et donc il est enveloppé dans Descartes. Et il a eu deux adversaires de poids au niveau de la notoriété, hein, qui était l'un, c'était Newton, puisque c'est aussi la même époque, et l'autre, c'était Robert Boyle, dont je vais vous reparler. De Robert Boyle, qui était un coquin, et vous allez voir pourquoi je dis un coquin, mais dans le bon sens du terme. Hein. On ira voir le savetier de Bologne, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors le savetier de Bologne, lui, il était un peu alchimiste. Et il était alchimiste, mais en succursale de l'évêque. C'est-à-dire, il roulait pour l'évêque. Tout ce qu'il faisait, il demandait la permission, il en rendait compte à l'évêque, qui lui-même en rendait compte à Rome, au Vatican. Donc, c'était un alchimiste de la maison. Et lui, il avait trouvé dans la banlieue de Bologne une pierre qui émettait de la lumière dans l'obscurité. Et il disait aux dames, venez voir ma pierre lumineuse. Et ça marchait d'ailleurs. Bien. Ensuite, on plongera de presque 1000 ans en arrière pour aller dans la région de Bagdad. C'est l'un, je dirais, j'espérais avant d'être incapable de le faire, pouvoir aller à Bagdad ou à Samarra pour voir sur le terrain le secret là, dont je vais vous parler, parce que c'est un secret de céramiste, un secret de potier. Et malheureusement, depuis que j'y pense, c'est constamment la guerre, constamment un conflit. Alors, bon, je n'ai qu'une vie et j'y tiens, quoi. À ce sujet, c'est une petite digression, mais vous allez voir un petit peu dans quel esprit ça se fait. En 2007, j'avais fait le projet d'aller à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan pour y chercher du lapis-lazuli, cette belle pierre bleue que les Égyptiens recherchaient, etc.
Parce que beaucoup de conservateurs de musées du monde entier m'ont écrit en me disant « Est-ce que vous pourriez me dire d'où vient ce lapis lazuli ?» Et pour ça, il fallait que j'aie des matières premières du gisement principal qui se trouve à la frontière Afghanistan-Pakistan. Et donc j'avais fait le projet d'y aller. J'avais même un budget, je pouvais faire 2 voitures, etc. On pouvait y aller à 10 personnes. On allait jusqu'à Kunduz, qui est dans le nord de l'Afghanistan. Là, on laissait les voitures, on prenait des mulets et des ânes. On avait 5 jours de marche et on pouvait aller sur les gisements de lapis, qui étaient des gisements à 4000 mètres de hauteur, d'altitude, dégagés par le réchauffement climatique, et donc des glaciers avaient fondu et les avaient dégagés. C'était des gisements extrêmement riches. Donc, j'étais prêt, je téléphone à mon interlocuteur, qui me dit on a un petit problème, il y a un deal qui a été pris entre les chefs de province et les talibans, les chefs talibans, et ils envisagent de prendre des otages occidentaux. Bon, alors, moi en tant que responsable d'une mission, je n'estimais pas avoir le droit d'entraîner vers quelque chose de dangereux. Et puis, un type sentant ma perplexité, il ajoute « mais de toute façon, ils ont dit qu'ils renverraient les têtes ». Ce qui n'a fait que accentuer quoi, ma décision de renoncer. Quoi. Et alors, j'ai eu le même problème dans la région de Bagdad et de Samara, où là aussi, un collègue américain a été éliminé, les Anglais qui estimaient pouvoir y aller librement ont été aussi écartés, enfin bref. Voilà. Bien. Alors, je vous parle d'eux à cause de leur sens de l'observation. Et vous savez, lorsqu'on est un chercheur contemporain, c'est une distraction, c'est presque une plaisanterie que de feuilleter les vieux livres, les vieux bouquins, ces vieux livres-là, un peu jaunis, etc. Et on le fait souvent d'un œil distrait. Mais un jour, je l'ai fait de manière attentive. Et grand bien m'en a pris, parce que j'ai découvert des choses magnifiques grâce à leur sens de l'expérimentation et de la manière de la raconter. Alors, le savant, la révolution qu'il va apporter, c'est dans le raisonnement, c'est très cartésien comme raisonnement, on est en 1671, on est 30 ans dans le début du siècle des Lumières, et Jacques Rouault, c'est le nom de ce, je vais vous montrer sa photo, enfin son portrait tout à l'heure, Jacques Rouault fait un raisonnement à partir de ce coquin de Robert Boyle, le fondateur de la Royal Society de Londres, les Anglais, l'équivalent de l'Académie française, Robert Boyle, qui écrit dans une publication de 1663 « J'ai observé une étrange lumière qui venait de diamants lorsque je les maintenais contre une partie de mon corps chaud. » Partie chaude de mon corps. Évidemment, les Français ont dit, mais s'il faisait dans une plumard avec des diamants, à poil, il n'était pas tout seul, c'était pas possible. Enfin, bref, donc, vous imaginez un petit peu les jolies plaisanteries à la française faites sur ce Britannique. Eh bien, il a oublié cet aspect, Jacques Rouault, et il va avoir un langage extrêmement poétique pour en parler, parce qu'il va dire, c'est pas impossible que ces diamants, dans telle et telle condition, était mis un petit sentiment de lumière, et c'est dit évidemment à la manière du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle. Et on va voir comment on l'interprète de nos jours. Donc, il faut se dire qu'ils n'ont pas le vocabulaire, ils n'ont pas les concepts, mais ils posent les bonnes questions et ils essaient de raisonner de manière cartésienne. Et c'est en cela que Jacques Rouault, dont je vais vous parler, est considéré comme un cartésien. Alors le voilà. Alors, un détour préalable pour que vous compreniez bien comment on va passer de l'observation de Jacques Rouault à la physique quantique. Alors, pour ça, il faut que je vous fasse un petit détour pour vous enseigner ce que l'on appelle la méthode de datation par thermoluminescence. Alors, c'est une méthode qui s'applique aux matériaux minéraux qui ont eu un instant zéro coïncident avec l'événement que l'on veut dater. C'est par exemple la fabrication d'une poterie à partir d'une argile que l'on cuit.
c'est les grains de sable qui sont dans un foyer préhistorique qu'on allume. Voilà. Donc là, il y a eu un échauffement intense pendant quelques heures, disons, et c'est l'instant zéro qui va nous servir de repère. Voilà. Cette méthode est née après le carbone 14. Le carbone 14 est né en 1948-49, la thermoluminescence est née en 1953. Tout de suite, le carbone 14 va donner des résultats, parce que la méthode est simple et universelle. En revanche, la thermoluminescence, il va falloir 15 ans. Ce n'est qu'au tournant de 1970 qu'on va commencer à avoir des résultats à Oxford, à Riseux, à Bordeaux. Alors, le cardiocarbone, le carbone 14, petit rappel. Alors, j'ai en abscisse, c'est-à-dire l'axe horizontal, il y a T, c'est T comme temps, et T, 2T, 3T. Chaque T correspond à 5730 ans. Ces 5730 ans, c'est ce qu'on va appeler la période du carbone 14. Et cette propriété statistique de la matière radioactive, c'est de se désintégrer selon une loi dépendant du temps, et à chaque période, qui est caractéristique de chaque radioélément, eh bien la moitié de ce qu'il y avait initialement s'est désintégré, a disparu. Alors, si un homme préhistorique, par exemple, manipule un objet en bois à T égale 0, la radioactivité de ce morceau de bois correspond à 14 désintégrations par gramme par seconde, etc. Bien. Au bout de 5730 ans, on n'en trouvera que 7. Au bout de 2 fois 5730 ans, 3,5, etc. Et vous voyez cette loi de décroissance qui montre que vers 6 périodes, 6 périodes, ça fait en gros 40 000 ans, et à 40 000 ans, il n'y a plus de carbone 14, c'est fini. Donc la méthode de datation par le carbone 14 ne peut pas aller au-delà de 40 000 ans. Donc jamais les restes de l'Afrique orientale ou ailleurs ont été datés par cette méthode. Hein. Bien. Mais comment faire pour des problèmes plus anciens? Alors, pour ceux qui ont quelques réminiscences d'archéologie, ces 40 000 ans, ça correspond au tout début du Paléolithique supérieur. Juste avant, il y a le Paléolithique moyen, qui est animé par un acteur qu'on connaît bien, qui s'appelle l'homme de Néandertal. Donc, on ne savait pas dater l'homme de Néandertal par cette méthode. Mais par contre, on avait des silex brûlés, on avait des grains de sable brûlés, etc. Et on avait par ailleurs des quantités phénoménales d'objets en terre cuite, des fours, des potiers, etc. Des ateliers de fondeurs, etc. aussi. Et tout ça, c'était... S'il n'y avait pas de carbone, on ne pouvait pas dater par le carbone 14. Donc il fallait une autre méthode. Alors, ça va être justement le rôle de cette thermoluminescence. Alors, la thermoluminescence, vous voyez, elle est le résultat de l'irradiation des cristaux qui sont contenus dans les objets. Par exemple, un grain de quartz dans une terre cuite, dans une céramique. Et cette irradiation dépend au total du temps écoulé, mais dépend aussi de la radioactivité de l'objet et du milieu. C'est-à-dire de l'objet qui contient le cristal, la céramique, et du sol et l'environnement. Ça devient plus complexe, parce que ça n'est pas la même chose à Périgueux et à Bordeaux et à Agen. On a des environnements radioactifs spécifiques qui vont nous obliger à regarder au cas par cas. Alors que pour le carbone 14, la loi que je vous ai montrée est universelle. Donc, dans un environnement où la radioactivité est faible, on aura une lente croissance, faible thermoluminescence, du coup, comme résultat. Si au contraire la radioactivité est forte, on aura une forte émission. On a une dépendance au milieu. C'est ce qui a retardé beaucoup l'application de la méthode. Et c'est en cela qu'à Bordeaux, on a fait des avancées un peu intéressantes. Voilà. Alors, l'idée de la datation par le thermoluminescence est due à ce physico-chimiste américain qui s'appelait Daniels, et il a fait une publication en 1953. Mais comme il était physico-chimiste et qui ne s'intéressait qu'à l'idée
stocker l'information sur une dose d'irradiation. Il faisait des dosimètres, pour la marine américaine qui faisait des essais nucléaires, et pour que les marins soient protégés, il leur plaçait donc des dosimètres sur le corps, dans l'environnement, pour voir la dose d'irradiation reçue. C'était ça son problème. Mais il est mis à la fin de sa publication, et après tout, on pourrait peut-être regarder les céramiques anciennes, peut-être qu'on pourrait dater les céramiques anciennes. Et c'est comme ça que l'idée est née. Un peu après Bordeaux, un laboratoire de Gif-sur-Yvette, 3-4 ans après, a aussi publié des résultats. Autrement dit, on a été 2 laboratoires en France à lancer vraiment la méthode. Puis il y a eu mon collègue de Rennes, qui vient de mourir la semaine dernière, dont je vous ai parlé, qui a suivi après. Donc, Daniels. Alors, sur la complexité donc, de la thermoluminescence tient au fait qu'il faut mesurer au cas par cas la radioactivité du milieu. Et voilà par exemple une expérience que l'on a faite. Là on est en 1983, on est au Soudan, au nord de Khartoum, au sud de l'Égypte. On est sur un site néolithique. Alors on sait qu'il est néolithique par le type de décor des céramiques et par le mode de sépulture que l'on fait subir donc aux personnes qui sont enterrées inhumées. Mais on ne sait pas si c'est un néolithique à 3500 ans ou un néolithique à 9000 ans. Donc il faut dater. Le charbon de bois ne se conserve pas dans ce milieu, aucun objet d'origine organique n'est là non plus, donc il nous reste la céramique. Et donc là, on va... vous voyez, ça ce sont des tessons de céramique, ça c'est un crâne, donc il y a une sépulture, et nous on va faire la mesure de radioactivité ici. On fait entrer ici une sonde qui va intégrer la radioactivité environnante dans le même niveau que celui où on a trouvé les sépultures. Et le résultat, on l'enregistre sur... Ça c'est une banale boîte à biscuits qu'on a transformée en micro-analyseur de terrain. Voilà, et qu'on construit dans nos laboratoires. Alors, le principe. L'ordre cristallin était parfait quand j'étais à Bordeaux 1 au laboratoire de cristallographie. Quand je suis passé à Bordeaux 3, où là j'avais besoin de la datation, j'ai enseigné que l'ordre parfait n'existe pas. Il y a toujours quelques petits défauts dans les cristaux. Ces défauts sont soit des lacunes, soit des impuretés. La lacune, c'est l'atome qui aurait dû être là et qui n'y est pas, c'est un trou. Et l'impureté, c'est un atome, un vagabond, un atome de passage qui a été piégé là et qui est prisonnier. Eh bien, toute la thermoluminescence va jouer de ces 2 anomalies à l'ordre, de ces 2 écarts à l'ordre parfait. Alors, tout d'abord, la lacune. La lacune, vous voyez, à la place d'un atome A-, vous avez un trou. A-, ça veut dire qu'il a beaucoup d'électrons autour de lui. Et il y a une alternance dans toute la masse du cristal entre des atomes marqués moins et des atomes marqués plus. Ceux qui sont marqués plus, c'est ceux qui ont un défaut d'électrons. Autrement dit, il y a un jeu d'attraction électronique, par des électrons ou par l'absence d'électrons, qui permet à la matière d'être cohérente et d'établir des liaisons. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on irradie un tel cristal? Eh bien, on arrache des électrons là où il y en a beaucoup, et ces électrons circulent dans le cristal, jusqu'au moment où ils passent au voisinage du trou. Le trou, puisqu'il manque un atome négatif, il est plutôt positif. On peut le considérer comme positif. Il est donc attractif pour l'électron. Alors, les physiciens modernes ont dit, tout se passe comme si l'électron était piégé dans un puits, tombé dans un puits. Voilà, le puits, voilà, le dessin que l'on donne de nos jeux. On dit un puits de potentiel d'énergie. Voilà. Et là, il est stable et il va occuper, à ce niveau-là, un certain nombre d'états. Nous disons de nos jours qu'il y a quantification des états, parce que c'est pas n'importe quoi, c'est pas du désordre, c'est un ordre. Voilà. Et il s'installe là, et évidemment, il va y rester, et
tant qu'on va irradier le solide, il va soit capturer de nouveaux électrons, soit être saturé, et à ce moment-là, il ne peut plus en capturer. Donc on arrive à une limite. Ce sera la limite de la datation par thermoluminescence. Alors, pour émettre cet électron, pour le faire sortir, il faut lui apporter une énergie, qu'on appelle une énergie d'activation, d'où l'indice petit a qui est là, et on peut le faire, par exemple, par chauffage. C'est-à-dire, on met les cristaux qu'on a extraits de l'objet sur une coupelle, cette coupelle sur un four, ce four devant un détecteur de luminescence extrêmement sensible, qu'on appelle dans les laboratoires un tube photomultiplicateur, et on chauffe un petit peu la coupelle, là, on la chauffe en moyenne jusqu'à 500, 550 degrés, et à ce moment-là, on apporte l'énergie qui fait sortir les électrons du piège. Et la sortie des électrons du piège se traduit par une restitution de l'énergie quand l'électron qui circule passe notamment au voisinage d'une impureté. Il excite l'impureté qui se désexcite en émettant de la lumière. Ces impuretés, c'est pas n'importe quoi, c'est le manganèse, c'est le chrome, ce sont ce qu'on appellera les terres rares qui sont dans vos téléphones portables, etc. Donc, ce sont des atomes que l'on connaît bien de nos jours. Et le phénomène de cette excitation, désexcitation simultanée d'une impureté, on appelle ça une luminescence. Alors, comme c'est dû à la chaleur, on parlera de thermoluminescence. Alors, le schéma complet que je vais vous montrer nécessite la remise à zéro par l'homme aveugle qui ne sait pas ce qu'il fait, qui est l'homme du passé, qui allume un feu là où il y a ces minéraux, ou ces grains de sable, ou ces céramiques, et qui va s'en aller, qui va abandonner l'objet, mais le processus va reprendre. Et comme la radioactivité est un phénomène continu et constant, alors, continu parce que la radioactivité est elle-même un phénomène aléatoire et continu. Et constant parce que, à l'échelle humaine, on peut considérer ces constants, parce que les trois acteurs de cette radioactivité s'appellent uranium, thorium et potassium, et qu'ils ont des périodes radioactives qui s'expriment en milliards d'années. Donc, ce qui veut dire que pendant la vie de l'objet sous terre, depuis que l'homme l'a chauffé, la radioactivité, ça n'a pratiquement pas varié, la radioactivité ambiante. Donc, on parlera de radioactivité continue et constante. Alors voilà le schéma qui résume un petit peu ce que je vous ai dit. L'électron est stable sur un atome qui va perdre cet électron sous l'effet de l'irradiation. L'électron circule dans le cristal, il est capturé par une lacune, par un trou. Là, il y séjourne tant qu'on n'apporte pas l'énergie d'activation. Et si on apporte l'énergie d'activation, il sort et il peut ou pas, mais en général, il y en a toujours, rencontrer une impureté qui est stable en temps normal, mais qui, recevant cet électron, est excité. Mais se désexcite instantanément en émettant, justement, en restituant de la lumière. Parce que les énergies de liaison sont de l'ordre de grandeur de l'énergie des photons perceptibles par un œil humain. Autrement dit, il y a coïncidence entre l'énergie qui est restituée et l'émission de longueur d'onde. Et comme une charge qui est en vibration émet un rayonnement, ce rayonnement s'appelle la lumière. Et toute la lumière de tout l'univers vient de cette excitation, des électrons qui sont autour des atomes. Tout notre univers, c'est cette coïncidence entre les énergies de transition et les énergies lumineuses perceptibles par les cônes de notre rétine. Alors, voilà M. Jacques Rho. Jacques Rho, qui était prof de physique, prof de philosophie, on disait, mais en réalité, il enseignait la physique et les maths à Paris, un peu à Lyon, mais surtout à Paris. Et 2 fois par semaine, il recevait dans son cabinet, ça s'appelait un cabinet, des gens, en général des bourgeois, qui avaient besoin de se cultiver, pour après pouvoir en parler dans les salons qui étaient tenus. Bon, c'était la façon de vivre. Voilà. Alors, Jacques Rho, on vivait de ça,
Et donc voilà sa chronologie. Il est né donc en gros au début du XVIIe siècle, il est mort avant la fin du XVIIe siècle, il est mort jeune, il est mort à la cinquantaine. Et un chercheur belge qui s'appelle Pierre Clerc a publié cette petite biographie de lui vers 1975, 78. Il a fait une publication en 1975 et le livre a été publié en 1978, qui décrit un petit peu sa vie, son activité scientifique, ses relations, etc. Donc on peut accéder à cet homme, à sa vie, grâce à ce travail de biographie qui a été fait. Bon, petit-fils d'un laboureur, intéressant, fils d'un écuyer. Alors l'écuyer, c'était un statut dans le milieu de la bourgeoisie et de la noblesse. Et il appartient à la moyenne bourgeoisie, c'est-à-dire ils se fréquentent entre eux et il va très souvent chez Descartes. Et un collaborateur de Descartes va accepter qu'il épouse sa fille, que Rowe épouse sa fille, ce qui fait qu'il va fréquenter Descartes toute sa vie, quoi. Voilà. Il est dans un collège de jésuites, donc connaissant bien la langue française. Il étudie à Paris la physique et la philosophie auprès de Descartes. Alors en particulier, les gros problèmes de la vie de Descartes, et ça c'est, je ne sais pas si vous connaissez Vias, mais c'est le dessinateur des Nouvel Obs. Hein. Si vous avez des vieux Nouvel Obs dans vos greniers, ne les jetez pas, parce que depuis 40 ans, Vias, chaque semaine, en général, pond un dessin magnifique sur les événements du moment. Un peu comme Cabu ailleurs, ou Plantu, bref. Voilà. Et ils ont tous les deux un grand sujet qui les oppose à l'Église. C'est le sujet de la transsubstantiation. Alors la transsubstantiation, dans l'Eucharistie, c'est ce qui fait dire « ceci est mon sang, ceci est ma chair », c'est-à-dire la transformation de la matière, de matière organique en matière en liquide, en solide, etc. Et tout ça, évidemment, Descartes dit c'est aucun fondement, Rowe en rajoute, etc. et développe l'idée, et ils se font des adversaires farouches du côté, évidemment, de l'Église. Et comme les gens de l'Église sont très proches du roi, on a Louis XIV, là, qui n'est pas loin, donc sont très proches du roi et de Versailles, ils vont avoir les pires ennuis de ce côté-là. Ça va freiner énormément leurs travaux, et ça va freiner l'entrée dans le siècle des Lumières. Mais ils vont écrire des articles, puisqu'ils ont cette possibilité d'écrire, et ils vont développer l'idée que la transsubstantiation, ça n'existe pas. Alors, la question donc, que nos contemporains, nos philosophes contemporains ont posée à Rowe, êtes-vous cartésien? Être cartésien, c'est raisonner d'une certaine manière, avoir une certaine conception de la philosophie, et évidemment, Rowe répond que oui. Et quand il termine ses études, très jeune, à l'époque, on finissait les études à 22 ans, vous voyez, et Descartes a déjà 44 ans, c'est-à-dire que c'est la génération d'avant. Et il va devenir l'un des principaux disciples de la pensée cartésienne. Il va faire progresser un certain nombre de concepts. Et là, vous voyez, donc, nous ne partageons pas, Descartes et moi, l'idée de la transsubstantiation de l'Eucharistie. Et c'est un sujet important à l'époque, parce que ça touche à la philosophie, ça touche à la religion. Et pour Descartes et Rowe, ça devrait toucher à la science, mais manifestement, il n'y a pas d'entrée scientifique dans ce problème, dans cette question-là. Bon, donc c'est l'idée du miracle, la transformation miraculeuse, donc je vais passer assez vite. Alors, si vous en entendez parler de cette transsubstantiation, qui repose des problèmes de nos jours, puisqu'elle est ressortie par les jeunes philosophes actuels, les Français en particulier, qui disent aux gens d'église, arrêtez, changez un petit peu votre façon de donner votre dogme et votre Eucharistie, et c'est donc un sujet de débat encore maintenant. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. Voilà le bouquin qu'a publié Jacques Rowe. Et on va rentrer là dans la clé de notre affaire.
Ce portrait, là, c'est le portrait de Robert Boyle. Vous voyez, 1627-1691, ça couvre à peu près la même période chronologique que Jacques Rau, dont je répète, fondateur de la Royal Society de Londres. Donc, avec Newton, c'est l'un des grands scientifiques du XVIIe siècle britannique. Et alors, Boyle publie dans le compte-rendu de l'Académie de la Royal Society: j'ai mis des diamants contre une partie chaude de mon cornu et j'ai vu une étrange lumière qui m'a permis de lire un mot ou deux. Alors, voilà, vu à Bordeaux, la luminescence, la thermoluminescence de diamants. Ça n'altère pas le diamant, mais il faut l'irradier. Parce que quand il a été chauffé, la luminescence disparaît, puisque les pièges se sont vidés. Donc il faut le réirradier de nouveau. Nous, on a évidemment des sources radioactives. Mais à l'époque de Rau, d'abord, on ne savait pas quelle était la nature des phénomènes, et on ne pouvait pas le recréer, puisqu'on n'avait pas de source. Donc il suffisait que Rau garde assez longtemps le diamant dans sa poche, dans la poche de son pyjama, c'est attendez qu'il ait un pyjama, pour que la chaleur du corps vide les pièges. Et donc, Rau va écrire que lui, il n'a pas vu cette luminescence. Alors, voilà la luminescence, ça, ce sont des diamants naturels. On sait faire des diamants de synthèse, et selon que l'atmosphère contienne de l'air, donc de l'azote, on aura des diamants qui auront une luminescence verte, s'il y a de l'azote, et si on fait sans air, dans un vide partiel, on aura les luminescences bleues naturelles, qui étaient la production des diamants naturels dans les cheminées volcaniques, etc. Alors, voilà ce que Jacques Rau écrit, je vais vous le lire, vous pouvez le lire, mais je vais vous le lire. L'on a écrit depuis peu d'Angleterre, qu'on avait expérimenté, que certains diamants luisaient, il écrit luisois, mais nous allons lire luisaient, dans les ténèbres, après avoir été frottés, c'est évidemment la chaleur, et que leur lumière, qui ne dure que très peu, était assez éclatante pour y pouvoir lire un mot ou deux. Et alors Jacques Rau ajoute: c'est ce que je n'ai pu encore remarquer dans quelques diamants dont je me suis servi, toutefois cela peut bien être véritable. C'est-à-dire, il n'est pas contre le point de vue de l'anglais. Et il explique, et c'est là que ça devient génial, sans être contraire à ce que j'ai écrit par ailleurs, car le frottement peut exciter quelque agitation, sinon dans les parties du diamant, au moins dans quelque matière contenue dans ses pores, laquelle, continuant à se mouvoir, comme fait la flamme qui est dans les pores d'un charbon embrasé, peut quelque temps pousser le second élément qui est alentour et le disposer à exciter un petit sentiment de lumière. Alors, nous allons le relire à la façon actuelle. Le frottement, la chaleur, peut exciter, peut donner une agitation aux électrons, dans les parties du diamant, mais surtout dans quelques matières contenues dans ces pores, dans les électrons piégés, laquelle, continuant à se mouvoir, comme fait la flamme, etc., c'est son image, peut quelque temps pousser le second élément qui est alentour, et le disposer à exciter un petit sentiment, à provoquer une transition radiative lumineuse. Autrement dit, tout y est, tout le vocabulaire de la physique du solide quantique moderne est dedans. Évidemment, il ne peut pas le savoir, il ne peut pas le regarder comme je suis en train de le faire, mais c'est quand même inouï, quoi. Et je vous assure que quand on est chercheur, quand on tourne les pages, sans vraiment y attacher d'importance, mais qu'un jour on s'arrête là et qu'on regarde de près, c'est vraiment très émouvant. Hein. On est vraiment très surpris, et c'est ce qui s'est passé. Alors, ce bouquin a une histoire, je vais revenir un peu en arrière, voilà. Ce bouquin a une histoire. On était dans 68 pendant les événements, comme vous savez, même si certains n'étaient pas nés. Et avec un de mes camarades d'études, on s'était réfugié à Marmande, où son père était médecin. Marmande, Rolf-et-Garonne. Et
bon, on discutait, et quand le père a bien réalisé que je faisais des études de physique, alors que son fils faisait des études de géologie, il m'a dit, ah mais en fait, j'ai un bouquin de physique, là moi j'en fais rien, si tu veux je te le passe. Voilà. Alors c'est un livre qui a une histoire, parce que pendant la guerre, il avait aidé des juifs, enfin, vous savez, la ligne de démarcation, vous avez tous entendu parler de la ligne de démarcation qui passait pas très loin, voilà. Et il avait aidé les juifs à faire étape chez lui avant de partir vers l'Espagne. Et ces juifs qui n'avaient plus rien lui avaient dit, on a un vieux livre, des vieux livres, est-ce que vous les voulez? Et parmi ces vieux livres, il y avait ce vieux bouquin de physique, édité en 1681, donc c'était pas la première édition, mais presque. Voilà le bouquin de Jacques Raux. Je sais qu'il est à la Bibliothèque des Sciences, ils en ont un exemplaire. J'ai pas eu l'opportunité de le faire sortir, mais j'ai le mien. Voilà. Alors, c'est pas tout. Dans un autre paragraphe, quelques pages plus loin, Jacques Raux donne une image de la lumière qui correspond très exactement au concept de photon. Un photon, c'est-à-dire un grain d'ombre électromagnétique qui a une certaine fréquence, une certaine vibration, qui transporte de l'énergie et qui a toutes les caractéristiques que l'on peut traiter comme si c'était une particule de matière. Et justement, Raux donc parle de cette lumière qui pourrait être analogue à ces grains. Alors, vous voyez, c'est très émouvant parce qu'on y retrouve là beaucoup de choses que l'on va découvrir 300 ans plus tard. 300 ans plus tard. Voilà. Bien, allez, quittons maintenant, dépêchons-nous. Et alors en Italie, à Bologne, sur la côte, presque sur l'Adriatique, vous savez qu'il y a la grande chaîne des Apennins qui prend en diagonale l'Italie. Et vous avez cette immense plaine du Pô là, qui s'étale au nord des Apennins. Et sur les bords des Apennins, il y a une grande ville qui est l'équivalent en population de Bordeaux, de Bologne. C'est là qu'il y a la plus ancienne université d'Europe, 1100 et quelques, alors que celle de Bordeaux n'est que de 1400 et quelques. Bologne a été un passé inouï sur le plan des universités, des études supérieures. C'est d'ailleurs là qu'on a pris la règle vous savez, les règles de Bologne par rapport aux notations, aux nouvelles notations des examens actuels, la Convention de Bologne qui date de 2000 à peu près. Voilà. Bien, et alors, Vincenzo Casciarolo, ce petit cordonnier alchimiste, savetier alchimiste, a trouvé dans la montagne qui entoure Bologne, à 4 km du centre de Bologne, une pierre qu'il a ramenée, mais qu'il a mise sur son étagère. Et à sa grande surprise, cette pierre émettait de la lumière, un peu comme un luciole. D'ailleurs, les gens de l'époque appellent les lucioles les noctiluques, c'est joli comme tout le nom, les noctiluques. Bon. Et cette pierre donc émet de la lumière, il s'en sert pour attirer des clientes, enfin et il fait une découverte. Si cette pierre, il la nettoie un petit peu, il enlève la terre qu'elle possède, il la met à sécher sur sa fenêtre au soleil, le soir, dans la nuit, elle émet davantage de lumière que la veille. Alors il va renouveler l'expérience, et ce sens de l'expérience, il va le développer tellement que toute l'Europe va entendre parler de ce que l'on désigne à l'époque l'éponge de lumière, une éponge de lumière. C'est joli comme tout aussi comme expression. Et lui s'en sert pour la montrer. Et tous les physiciens de l'époque en parlent, y compris ceux de la nouvelle académie qui vient de se créer à Bordeaux en 1712, l'Académie nationale des sciences et des arts de Bordeaux, qui fonctionne actuellement encore, et dans les premiers numéros de sa revue, on va parler de la pierre de Bologne. Vous voyez, je vous dis, là, l'université de Bologne, c'est 1119, celle de Bordeaux, c'est 1440. Donc c'est intéressant de voir qu'il y avait à Bologne déjà une idée de réflexion, de débat, d'observation, de curiosité, de questions. Alors, voilà où se trouve Bologne, pour ceux qui l'auraient oublié. La zone colorée, c'est ce qu'on appelle l'Émilie-Bologne, l'Émilie-Romagne, qui est jumelée avec la Nouvelle-Aquitaine, avec l'Aquitaine. Je pense que
Elle a gardé le jumelage avec la Nouvelle-Aquitaine, mais c'était une relation un peu privilégiée entre nos régions. Et j'ai développé un gros programme de recherche sur cette pierre de Bologne, parce que j'ai très vite découvert qu'il s'agissait de sulfate de barium, ce que les géologues minéralogistes appellent de la barytine, et que si elle a cette propriété d'émettre de la lumière, c'est qu'elle contient des terres rares. Terres rares, de l'europium, du gadolinium, du samarium, du dysprosium, bref quoi. Hein. Donc, et moi je m'en suis servi avec le président Tavernier, qui à l'époque était radiologue, il avait aussi quelques responsabilités au niveau du conseil régional, il en était président, et je m'en suis servi pour doser des irradiations dans des ventres, etc., qui étaient irradiés pour des problèmes de tumeur. Puisque ce cristal permet d'intégrer la totalité de la dose reçue, entre un début et une fin d'irradiation. Voilà. Donc il y avait des applications à cette recherche qui était tournée vers l'archéologie, il y avait des applications à d'autres problématiques contemporaines. Voilà, alors ces recherches-là que j'ai développées sur Bologne depuis Bordeaux étaient faites avec un centre universitaire européen que j'ai contribué à créer en 1983 à Ravello, dans les montagnes au-dessus de la côte amalfitaine, qui est un endroit merveilleux, magnifique, hein, inscrit sur la liste du patrimoine mondial, etc. On est dans un palais du XIIe siècle, le palais Ruffolo, et c'est là qu'est notre centre. Si un jour vous vous embêtez, allez-y, parce que ça mérite vraiment le voyage. Hein, voilà. Et alors, on faisait donc cette recherche à Bologne, et on a proposé l'usage de ces dosimètres avec un collègue danois dans l'environnement de Tchernobyl en 85-88, puisqu'il fallait contrôler un petit peu ce qui se passait autour. Et tout ça, ça venait de la recherche, les retombées de la recherche archéologique. Ah oui, alors je reviens un tout petit peu en arrière. La carte, cette image n'est pas très claire. Ça, c'est le Monte Paderno. C'est une montagne de gypse. Et avec des parties, le gypse, c'est sulfate de calcium, et il y a un petit peu de barytine au milieu, sulfate de barium. Ce sont des cristaux qui sont très homologues au niveau cristallographique. Hein. Et c'est la partie sulfate de barium qui était intéressante quand elle contenait les fameuses impuretés dont je vous ai parlé. Bon, alors on les a détectées, on les a identifiées, voilà. Et la ville de Bologne, le centre de Bologne est là, vous voyez, la montagne est tout près. Et Caschiarolo, le savetier, pouvait y aller à pied. Alors voilà un exemplaire de la pierre de Bologne. Et Petra Fosforico di Bologna, quand on la casse, c'est une pierre, elle est sale, elle est couverte de terre, d'argile, puisqu'elle est dans un lit d'argile. Mais quand on la brise, on a cette texture rayonnante là, des cristaux, et c'est très intéressant. Vous en avez par exemple du côté de Bidart, dans les falaises les falaises de l'océan, à Bidart, il y a des lits, des couches de baryte, de barytine, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques que celles de Bologne. Sous le palais de la reine Serbie de Hollande, je crois. Non, Nathalie de Serbie, excusez-moi. La reine Nathalie de Serbie. Voilà. Alors, la question que nous posons à ce cordonnier de Bologne, avez-vous pensé à la pierre philosophale? Puisqu'il était alchimiste, il répond oui. Pourquoi? Parce que la densité de la barytine est de 4,56. 4,56, c'est énorme. C'est bien plus que le quartz, bien plus que le feldspath, c'est considérable. Et cette densité lui faisait penser qu'il y avait peut-être de l'or là-dedans. Alors ils l'ont chauffé, cuit, torturé, tous les moyens. Il est évident que le Vatican espérait que ça marchait. Il récupérerait une montagne d'or. Et on n'aurait plus besoin d'aller quelque part en Amérique du Sud pour la chercher. Quoi. Mais 4,48. Moi, les miennes étaient légèrement plus denses, 4,56, 4,50. Voilà, alors,
qu'est-ce qu'il a fait de cette or? Il l'a calciné, il l'a broyé, il l'a fait exercer la pression. Il voulait la faire suer, disait-il, suer de l'or. Vous voyez un petit peu l'idée? Alors, évidemment, il n'avait pas un moyen d'analyse comme on a de nos jours. De nos jours, il suffit de la mettre sur un système d'analyse par fluorescence de rayons X, par exemple, et instantanément, on sait qu'il n'y a pas d'or là-dedans. Mais, bon, à l'époque, c'était impossible. On n'avait que la perception de la densité. Voilà. Et elle est venue jusqu'à Bordeaux, c'est ce que je vais vous montrer. Vous voyez, ça, ce sont les différents noms qu'on lui a donnés. Lapis solaris, pierre de soleil, luminosus, phosphorus italicus, phosphorus... bref, quoi. Elle est devenue, elle a une célébrité considérable pendant 150 ans. À Bordeaux, c'est un membre de l'Académie, un membre associé de l'Académie, qui est davantage plus parisien que bordelais, qui s'appelle Dortouz de Meyran, qui va, en relation avec l'Académie de Bordeaux, publier en 1715 et 17 les premiers numéros, les premières revues de l'Académie vont parler de la pierre de Bologne. Il s'y consacre. Mais il s'y consacre en brodant, c'est-à-dire en répétant ce que Cassialolo disait. Bon, vous voyez, entre 1715 et 1717, pour une académie qui était constituée en 1712. Donc c'était vraiment les premières publications de Bordeaux. Alors, ce Dortouz de Meyran, qui est célèbre à Bordeaux, est devenu secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences à Paris, et donc il a quitté Bordeaux, il n'est pas resté à Bordeaux. Alors, à l'époque, il se piquait d'être philosophe, mathématicien, physicien, géophysicien, etc. Mais là, on est déjà vous voyez, dans les années 1700, quelques, on est 50 ans après, 100 ans après Cacciarolo et 50 ans après Rowe. On est dans le siècle des Lumières. Il sera membre de l'Académie des sciences, secrétaire perpétuel, etc. Voilà. Et tout ça, il le doit à ses travaux sur la pierre de Bologne, sur l'éponge de lumière. Voilà une copie de son article, son bouquin. Et vous voyez, dissertation, puisqu'ils causent, ils ne font pas d'expérience, ils font des observations et ils commentent sur la cause de la lumière des phosphores et des noctiluques. Alors, les noctiluques, c'était en particulier les lucioles. Alors ça les impressionnait beaucoup, les lucioles. Alors que c'est une excitation d'un atome d'oxygène qui se désexcite en émettant sa lumière, etc. Mais ça non plus, vous ne pouvez pas le savoir. Le concept d'atome d'oxygène n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à Bordeaux? À Bordeaux 1, puis après à Bordeaux 3, comme je vous l'ai expliqué, toujours dans le cadre d'une association au CNRS, ce qui était la matrice de Pierre, le CNRS, Pierre. Voilà. On a développé tout un équipement avec ce qu'on appelait à l'époque l'ANVAR, l'Agence nationale de valorisation des activités de recherche, qui était très couplé avec le CNRS. On a eu 2 brevets d'invention, un brevet d'invention pour l'appareil, et puis après un brevet d'invention pour l'un des dosimètres, l'un des produits. Et bon, il aurait fallu avoir une structure, un environnement industriel, commercial et industriel suffisamment puissant pour pouvoir le développer. Et à ce moment-là, et mettre quelqu'un pour le faire. Sinon, moi je ne peux pas à la fois être enseignant, chercheur, et diriger un labo, et diriger une application industrielle. C'est un petit peu la faiblesse de notre système, ça. Alors, donc, je vous ai parlé de sulfate de barium. Eh bien, vous voyez, le sulfate de barium, BaSO4, est tout près de ce que l'on appelle le sulfate de calcium. Le sulfate de calcium, c'est le gypse. Le gypse, dont on fait le plâtre. Voilà. Alors, ce type de dosimètre est d'une extrême sensibilité, tellement sensible qu'en 86, au moment de l'accident de Tchernobyl, on a eu ce réflexe de signaler que nous, on la voyait, la radioactivité de Tchernobyl. Hein.
Et j'ai commis l'erreur, mais une erreur de jeunesse, de dire tous les jeunes qui étaient autour du préfet, là, que s'il voulait, on pouvait faire un survey au Barp, un autre à Breuil-Saint-Louis, c'est-à-dire on s'installe au Barp, un autre à Breuil-Saint-Louis, ce qu'ils ont fait d'ailleurs en copiant point par point notre installation, et qu'on pouvait même faire un survey pour la ville de Bordeaux, pour l'agglomération, la métropole, au niveau de notre laboratoire. Et voilà la bêtise que j'ai faite, j'ai dit on peut même mettre une sonnette sous le lit de monsieur le préfet en cas d'anomalie. Et ça s'est très mal passé. Il m'a expliqué après que c'était de l'humour universitaire qui tombait à plat, etc. Voilà, en fait, toujours est-il qu'on aurait pu le faire. Et d'ailleurs, on a vu, un an après Tchernobyl, repasser un petit nuage au-dessus de Bordeaux, ce qui veut dire qu'il y avait quelque part dans l'atmosphère un maintien de cette radioactivité. Voilà. Alors après, on nous a demandé d'aider les gens de Tchernobyl, où là aussi on a fourni nos dosimètres. On a des collègues danois qui se sont chargés de l'application, grâce à ces petits cristaux de sulfate de barium. Je passe sur les applications médicales qui ont été faites également pour nos recherches en mammographie. Et il s'est trouvé qu'en 1979, on découvre que les femmes de Nagasaki, ou les femmes que l'on soignait contre la tuberculose, en faisant des radiographies régulières pour voir si les points de carcinogénèse régressaient ou pas, on a constaté que toutes ces femmes qui avaient été examinées avec des radiographies avaient 5 fois plus de risque de cancer du sein que celles qui n'étaient pas contrôlées. Ça simplement parce que les doses administrées étaient beaucoup trop fortes. Or, comment contrôler les doses? Et c'est là que les Delorme, Bergonier, Tavernier ont fait appel à leurs copains, à moi, mais à mon patron qui s'appelait Hébert, au Berguet, je ne sais pas s'il en a connu. Et ils lui ont dit, tu n'aurais pas toi chez toi un petit jeune qui pourrait nous faire les manips. Bon. Et donc je suis allé faire ces manips à Bergonier, non seulement dans des ventres, ça c'était en radiologie avec Tavernier, avec Tavernier, mais on allait chez Delorme, Bergonier, Cours de l'Argonne, faire des mesures en mammographie. Voilà. Donc c'était des applications qui nous ont permis de dire au CNRS, vous voyez, on ne sert pas à rien, puisqu'on a des retombées ailleurs qu'en archéologie. Alors évidemment, les archéologues râlaient, parce que oui, mais quand ils font ça, ils ne travaillent pas pour nous. Ça, c'est le problème de... Alors, ça, c'est pour ceux qui en ont entendu parler. Ces cristaux, le sulfate de barium ou même le calcium à la limite, fonctionnent parce qu'ils contiennent comme impureté ce qu'on appelle des luminogènes, c'est-à-dire qui génèrent de la lumière, les gélénium, europium, dysprosium, samarium. Voilà les plus puissants. Voilà. Alors ça, c'est l'émission qu'on a faite sur Bologne. Alors, si vous allez un jour sur Bologne, quand vous voyez Paderno, c'est là, hein, le Monte Paderno. Monte Paderno, c'est cette montagne qui est faite, disons, de sulfate de barium. Voilà par exemple une ancienne carrière dont on a extrait une grande partie des matériaux, qui est devenue, il y a un microclimat et on y cultive la vigne. Et il y a partout des rochers qui sont des rochers donc, de sulfate de barium. Et Cascaro venait prendre un petit morceau de ce rocher et le ramener chez lui, c'était ça qui émettait la lumière. Il y a un problème. J'arrive pas à enlever le... Suivant. Tu mets sur suivant. Sur suivant, ça Ça serait, oui, en principe. Voilà. Bien sûr. Bon, merci. Bon,
Casciarolo a servi de guide à tous les savants que le Vatican a envoyés à Bologne pour aller voir cette pierre qui contient peut-être de l'or. Ce n'était pas du tout la lumière qui les intéressait. Casciarolo s'en servait pour attirer ce qu'on appelle de nos jours les touristes, c'est-à-dire les voyageurs, les visiteurs. Donc à Bordeaux, on a fabriqué nos dosimètres, je vous en ai parlé, je vais passer. Et je vais vous montrer ce qu'on appelle un spectre de la pierre de Bologne. Alors voilà la pierre de Bologne qui a dans le domaine visible, vous voyez, il y a un œil. L'œil signifie que l'on est dans le domaine où l'on voit la lumière. Alors on va du rouge ici, le rouge, l'orange, le jaune, le vert jaune, le vert bleu, le turquoise, le bleu, puis le violet. Voilà. Et là, on sort du visible pour aller dans l'ultraviolet. Eh bien, la pierre de Bologne, quand on analyse sa luminescence, on a un spectre qui a cette allure-là. Alors, ça, nos yeux ne le voient pas, mais l'appareil, lui, le détecte. Alors, on a essayé de fabriquer au laboratoire un échantillon qui aurait les mêmes caractéristiques et si possible plus puissante encore comme dosimètre. Et voilà ce qu'on a fabriqué au laboratoire. Vous voyez, on a bien cette émission dans l'ultraviolet et on a cette émission dans le domaine visible où là on voit très très bien les fameux pics de la terre rare, caractéristiques de la terre rare qu'on a introduite. Voilà. Et alors ça, c'est dû à une irradiation très très faible, une dose par exemple de rayons X de quelques secondes. Alors si on laisse les échantillons plus longtemps, on a des signaux qui montent considérablement et qui peuvent faire de la dosimétrie aussi aux fortes doses, faibles doses et fortes doses. Bon, ces raies sont caractéristiques de l'europium dans 2 états de plus et 3+. Voilà. Moi, je n'ai pas trouvé dans les démarches de Rho ou celles de Casciarolo beaucoup de différences avec les démarches de nos jours, des chercheurs de nos jours. Du moins ceux qui vraiment expérimentent et partent d'une expérience ou font une expérience pour vérifier une idée, etc. Il y a beaucoup d'analogies. Et c'est en cela qu'ils sont les précurseurs du siècle des Lumières. Et en ce qui concerne Rho, bien davantage, puisque avec Rho, c'est non seulement les Lumières, mais c'est la physique du XXe siècle et la physique quantique. Alors, il me reste à vous parler maintenant d'un dernier point, qui est cette découverte inattendue que nous avons faite d'un céramiste qui n'existe plus, qui vivait vers le 8e siècle dans la région de Bagdad. Et on a découvert ce céramiste, si vous connaissez la Tunisie, on l'a découvert en Tunisie. On l'a découvert dans la grande mosquée de Kérouan, la mosquée Sidi Oqba, dont le mihrab est décoré avec 160 très grands carreaux, des carreaux de 21 sur 21 cm, disposés en losange. Et bon, c'est difficile à voir parce qu'on ne laisse pas rentrer les non-musulmans, donc il faut négocier, parlementer, et c'est vraiment un des hauts lieux de la culture. Hein. Comme on va au Parthénon, eh bien, on peut aller à Sidi Oqba parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à voir, ce sont ces céramiques. Alors, ces céramiques ont ceci de particulier que selon l'angle sous lequel on les regarde, le décor change d'aspect, de couleur, c'est vraiment très inattendu. Ça renvoie un petit peu à nos idées d'hologrammes modernes, etc. Mais c'est pas ça, c'est autre chose. Et c'est cette autre chose sur laquelle on a travaillé 14 ans dans mon équipe. 14 ans, on a passé 3 thèses, etc. On a cheminé tellement, on a rencontré des difficultés. C'est pour ça qu'on a besoin de temps. Voilà. Alors ce céramiste, je ne sais pas son nom. On l'appelle l'homme de Bagdad. Et en 2003, j'ai commis la deuxième erreur de ma carrière. En 2003, j'ai proposé à la Commission européenne, en répondant à un appel d'offres,
une proposition que j'avais intitulée L'énigme de l'homme de Bagdad. Et c'était en plein moment où les Américains commençaient à bombarder Bagdad. Hein. C'était l'attaque en 2003 de l'Irak, etc. Et les gens de la Commission européenne ont dit « Vous ne pourrez pas changer l'intitulé ». Alors j'ai dit « Si, avec plaisir, mais c'était trop tard ». Ils avaient dit « Ce titre-là ne convient pas, l'énigme de l'homme de Bagdad ». C'était pas Saddam Hussein, mais tout le monde disait Saddam Hussein. C'était mon potier d'il y a 1000 ans, quoi. Alors, ce décor est étrange. Il est sur céramique glacurée. Alors, une céramique glacurée, c'est ce qu'on appelle dans les magasins une faïence. C'est ce qu'on appelle aussi une céramique émaillée. Mais le mot le plus simple, c'est une glaçure sur une terre cuite. Voilà. Voilà un exemple. Alors ça, c'est un échantillon qui vient de Manises, un petit village près de Valencia en Espagne. On a gardé la tradition et on s'est fait, vous voyez, dans les zones qui ne sont pas sous l'angle ou sur lesquelles on voit cette partie du reflet, on a un aspect différent du décor. Sous un certain angle, il prend un éclat métallique et coloré. Et vous allez voir quelques exemples tout à fait flagrants. Là, par exemple, sur ce petit médaillon, qui lui a été fait par un céramiste japonais qui a appris à les faire, qui est venu apprendre à les faire en Iran et en Irak. Le phénomène, vous voyez, le changement de couleur. Et vous allez en voir d'autres. Voilà. Alors, si vous regardez l'objet qui est là, hein, vous le regardez, il est éclairé depuis là. Vous le regardez d'ici, voilà l'aspect. Vous le regardez de là, il a partout le même aspect. Sauf au moment de ce que l'on appelle en physique, en optique, la réflexion spéculaire, c'est-à-dire quand l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, où là, il change d'aspect. Alors je vais vous remontrer dans un petit moment cette image. Vous voyez, c'est tout à fait remarquable. Autrement dit, quand vous regardez le décor, vous vous déplacez de quelques centimètres et vous avez ce changement, c'est assez éblouissant. Alors, on est à Bagdad, mais on est peut-être aussi à Samarra, parce que c'était une céramique de lustre, et à la fin du 8e siècle, dans les années 750 et 800, tous les artisans qui travaillaient pour Bagdad se sont déplacés à Samarra, parce que la cour se déplaçait à Samarra. Il fallait donc que j'y aille, mais compte tenu de la situation, j'y suis pas allé. Donc j'ai travaillé avec tous les musées d'Europe qui possédaient des objets venant de cette zone-là, de Samarra et de Bagdad. Et finalement, je préférais aller sur place, mais ça n'a pas été possible dans ce cas. Alors, c'est une céramique de grand prix, d'où les Espagnols se sont mis à en fabriquer. Après les Jean Lucaire de Damas, de grandes villes du 9e, 10e, 11e siècle. Hein. Et donc on va en trouver dans toute la Méditerranée. Alors, évidemment, les archéologues qui les découvrent dans les sites archéologiques ont plein de problèmes de provenance, d'identification, de datation, et ils font appel à nous. À Ravello, dont je vous parlais tout à l'heure, on a dans les marbres de Lambon, Lambon c'est la chair du prêtre, des incrustations de bacchini, c'est-à-dire des assiettes incrustées dans le marbre, qui sont des céramiques à décor de lustre métallique. C'est le nom qu'on donne à ces céramiques. Évidemment, la question de mes collègues de Salerne, c'est est-ce que tu pourrais nous dire de quand ça date et d'où ça vient? Alors voilà un autre exemple. Vous allez voir, celui-là est tout à fait remarquable. Voilà l'aspect sous différents angles, mais c'est la décor en lumière diffusée, et le voici à la réflexion spéculaire. Alors, vous allez en voir d'autres. Alors ça, ce sont les villes où on retrouve des ateliers de production. On a parcouru presque tous ces sites, en Iran, en Ouzbékistan, en Syrie, c'était avant la guerre. Et on a recueilli des matériels de tous ces sites-là, ce qui fait qu'on a étudié plus de 1000 échantillons à bord de Bordeaux.
Alors vous allez voir à Kérouan, la mosquée a été construite, terminée en 863, donc on sait que ces objets datent d'avant. Alors, Kérouan se trouve à peu près à 150 km au sud de Tunis et à égale distance entre la Méditerranée et la montagne. C'est pour cette raison que, au moment de la conquête du Maghreb par les musulmans, ils se sont installés là pour être à mi-chemin de la montagne et de la mer pour des raisons de sécurité. Alors voici la mosquée Sidi Aubin, c'est un des sites les plus fondamentaux de l'islam. Alors il les classe, c'est la troisième ou quatrième mosquée de l'islam. On y entre par là. Lorsqu'on est touriste, on est cantonné à la verticale de cette entrée-là, et 30 mètres en face se trouve le mihrab, c'est-à-dire le mur tourné vers la Mecque, qui a été entièrement décoré avec ses carreaux. Alors lorsque vous êtes habilité à entrer pour la science, vous tombez devant d'abord un minbar, c'est le nom qu'il donne à cette chaire, qui est un minbar en bois sculpté de l'époque du 9e siècle. C'est un objet particulièrement précieux. On a l'équivalent à Marrakech dans un bâtiment, mais il est un petit peu plus récent, il est du 11e siècle, alors que celui-là, il est de la fondation de la mosquée du 9e siècle. Tout est sculpté, tout est travaillé. Alors, nos amis tunisiens ont installé là un immense panneau de verre pour protéger le panneau. Voilà, et vous avez ces carreaux, il y en a 162, vous voyez, qui sont les carreaux à décor de lustre métallique. Ils sont là en lumière diffusée, c'est-à-dire c'est monochrome comme couleur. Et ils vont être éclairés à un moment donné par ce luminaire-là, qui est fait de petites lampes de 25 watts. Et c'est ça qui éclairera le mihrab quand on veut voir le phénomène des décors de lustre métallique. Alors voilà donc un dessin. On a deux couleurs pour dire que certains carreaux ont un décor marron et d'autres un décor vert en lumière diffusée. Voilà des exemples d'un polychrome vert et d'un monochrome vert sur fond blanc, polychrome vert, brun et ocre jaune. Alors ça c'est Olivier Bobin, qui était un de nos doctorants de 2001, je crois, en train de faire une analyse spectrale systématique sur plusieurs carreaux, à la réflexion diffuse, à la réflexion spéculaire, pour bien voir l'aspect optique, physique de ce phénomène. Olivier Bobin a créé une entreprise sur Bordeaux qui s'est spécialisée dans l'expertise des œuvres d'art. Bon, c'est une petite entreprise qui marche assez bien. Il a eu un énorme soutien du conseil régional au niveau de la dynamique de création des entreprises. Et moi je suis assez content, et c'est pas le seul, ils sont 3 ou 4 comme ça à s'être réunis, regroupés pour ça. Alors j'écris ici que les couleurs des lustres métalliques à la réflexion spéculaire sont étonnantes, et vous allez voir pourquoi j'écris ceci. Ah, voilà un petit peu ce phénomène. Vous vous rendez compte, c'est le même objet, avec le même éclairage, simplement l'observateur change de position. Alors ça, évidemment, il fallait le comprendre. Alors d'abord, les Tunisiens ont pensé que c'était peut-être fabriqué à Kérouan. Donc il fallait voir quelle était la provenance. Et nous, on a démontré, par nos mesures physiques, que c'était rigoureusement identique aux céramiques produites à Bagdad ou Samara, et que donc on pouvait penser que l'ensemble de la collection venait de Bagdad ou Samara, et était venu donc par bateau, par la mer, jusque-là. Ensuite, ils ont dit, mais il faudrait en remplacer quelques-uns, est-ce qu'on pourrait en refabriquer? Alors là, ils s'étaient adressés aux céramistes de Nabeul et de Monastir, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des grands ateliers de céramistes là, qui ont échoué. Alors ils ont reproduit à Rakada, dans la banlieue de Kérouan, un édifice rigoureusement identique à celui de la mosquée Sidi Aubin,
et ils ont peint sur le plâtre les carreaux. Mais il n'y a évidemment pas les reflets. Il n'y a que la couleur en lumière diffuse. Donc il fallait aussi qu'on s'attelle à pourquoi on a ce phénomène. Alors bon, je vais aller directement au bilan, hein, les recherches qu'on a faites à Bordeaux. Alors, le vocabulaire que nous utilisons aujourd'hui est tout à fait particulier. C'est une nouvelle physique qui est née dans les années 80, qu'on appelle les propriétés optiques des plasmas. Et un plasma, c'est un nuage de charges électriques, d'ions, d'électrons, de cations, etc. Bon. Et dans la glaçure, les petits agrégats de cuivre ou d'argent, puisque c'est le cuivre et l'argent qui est responsable de ces phénomènes, sont sous forme de petits agrégats métalliques, à l'état métallique, c'est-à-dire qu'ils sont entourés de nuages d'électrons. Et ce nuage d'électrons forme un plasma qui est coincé entre la particule métallique et le verre qui est autour. Et c'est ce plasma qui va interagir avec la lumière d'une manière tout à fait particulière. Et la découverte de collègues, en particulier des Français de Lyon dans les années 88-92, c'est que la couleur réfléchie par ce plasma, quand on l'éclaire avec de la lumière ordinaire, dépend de la dimension des particules. Et alors, là, on a sué sang et eau pour arriver à déterminer la dimension des particules, parce qu'on est dans les nanomètres. On ne peut pas voir, il n'y a pas de tamis. Donc, il y a tout un jeu de tâtonnement extrême pour arriver à obtenir des nanoparticules de cuivre ou d'argent dans une matrice vitreuse et ayant les bonnes dimensions. Alors, bon, on y arrive en faisant un certain nombre de réactions, de phénomènes de réaction chimique en montée de température, vers des basses températures, hein, vers 500-550 degrés, c'est-à-dire que ce n'est pas des températures complexes, c'est des températures que les céramistes du 8e siècle savaient obtenir facilement, quoi. Voilà. Et plus les particules sont petites, plus la lumière réfléchie à la réflexion spéculaire tirera vers le bleu. Donc on a, pour les grandes nanoparticules de 100 nanomètres, on a du rouge et de l'orange, et pour les petites nanoparticules de 10 nanomètres, on a du violet et du bleu. Autrement dit, on peut jouer là-dessus. Si j'avais eu une autre carrière devant moi, j'aurais lancé un programme de signalétique, d'application, parce qu'il y a plein d'applications dans ce phénomène. Si on arrive à gérer, à maîtriser la dimension des nanoparticules, bien, vous voyez, dans 80 à 100 nanomètres, on est dans l'orange à rouge. 80 à 10, on descend en dimension, on va passer par le vert jaune, le jaune, etc. Et si on est plus petit que 10 nanomètres, on a du violet et du bleu. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, voilà, je vous ai montré justement ces phénomènes. On a un atelier qui a produit des carreaux, et cet atelier, je pense que c'est volontaire, puisqu'il y a eu des séries, a voulu obtenir de l'orange, du doré, du jaune, d'obtenir un éclat incertain, là, celui du milieu, jaune clair, ou alors ce bleu entouré de doré. Voilà. Alors, l'éclat métallique, il est dû au fait que ce sont des grains, je l'ai expliqué, de cuivre et d'argent, et le fait qu'on ait ces couleurs différentes, c'est dû au fait qu'on ait des dimensions très petites. Donc voilà, autrement dit, ces gens, que ce soit Rouault, que ce soit le savetier de Bologne, que ce soit le céramiste de Bagdad, ont observé, n'ont pas forcément bien compris évidemment, mais ont observé et ont reproduit, ont recommencé jusqu'à obtenir volontairement quelque chose. Et dans le cas évidemment des auteurs récents, de Rouault, on va essayer d'expliquer, avec cette affaire du petit sentiment de lumière. Voilà.
Voilà, quelques images pour terminer, où je vous montre une section en microscopie de transmission, sur la gauche, microscopie de transmission, hein, microscopie électronique en transmission. C'est une forme particulière de microscopie électronique. Les trois cas de figure, vous voyez, les grandes nanoparticules, les moyennes nanoparticules et les petites nanoparticules. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie, j'ai été un peu long, mais si vous avez 2-3 questions, c'est avec plaisir. Hein. Bien, merci beaucoup. Bien, si quelqu'un veut s'exprimer. Bon, pour admirer vraiment cet exposé, hein, je vous remercie beaucoup, j'ai été très intéressé. Je suis physicien retraité, donc on a de temps en temps disons des compréhensions sur certains phénomènes entre nous, il y a peut-être d'autres physiciens hein, dans la salle. Je vais poser une question méchante et à caractère géopolitique, parce que c'est ce genre de question qui m'intéresse. Quand le Pentagone a déversé des dizaines de milliers de tonnes d'uranium appauvri sur l'Irak, bon, ils avaient effectivement l'idée d'en finir avec l'avenir, parce que c'est un génocide. Mais est-ce qu'ils veulent aussi éventuellement du passé faire table rase en rendant justement les datations plus complexes, dès lors qu'on aura des matières radioactives réparties sur l'ensemble du territoire irakien? Donc votre question c'est... Est-ce que votre travail d'archéologue va être perturbé par l'uranium appauvri qui est en... Est-ce qu'on pourra dater après le passage des Américains? Réponse non, évidemment, les Américains vont fausser toutes les manies, puisqu'on aura des infiltrations d'éléments radioactifs qui viendront enrichir l'état naturel. Donc là, dans ce cas, on n'aura pas la possibilité d'avancer. Mais on saura pourquoi. Par exemple, dans le domaine du carbone 14, quand j'ai commencé moi mes études à la fac des sciences, il y avait un laboratoire qui était le laboratoire du professeur Vigneault, Michel Vigneault, qui était un laboratoire d'océanographie, études de l'eau. Et à ce moment-là, il travaillait sur un programme secret, c'était Séverac qui faisait ça. Et ce n'est qu'à la longue que j'ai réussi à savoir ce qu'il faisait. Ils analysaient l'eau de pluie qui arrivait de l'océan. Pourquoi? Parce que cette eau était chargée de radioéléments par les expériences nucléaires dans les déserts du Nevada, et comme les nuages venaient de l'océan Atlantique, ils apportaient l'information de la nature et de la puissance de la bombe atomique qui avait été faite. Et Séverac et Vigneault travaillaient donc pour le CE1 pour dire ce qu'il y avait comme radioactivité dans cette eau. Ils faisaient de mesures. Alors là, on sait donc, on a des moyens pour repérer ce genre d'expérience. Bon, il est certain que si dans une zone où on a le même type de céramique, en principe contemporaine pour des raisons archéologiques, et on a des différences flagrantes entre les deux, on pourra penser qu'il y a peut-être eu de l'uranium enrichi, des rejets de produits radioactifs, etc. Non, c'est vrai, on fausse tout, quoi, là. Voilà. Bien. Les jeunes, vous n'avez pas de questions? À quoi ça sert, non? Non, Non, vous l'avez bien expliqué. Ah, J'ai une question. Déjà, merci pour la conférence, c'était extrêmement intéressant. Et j'avais une question concernant les éléments radioactifs dont vous avez parlé. Et vous avez cité le potassium. potassium, 40, uranium, D'accord. Donc un isomère du 238, potassium. thorium, Un isotope du potassium. 239. Voilà. Ce sont les trois radioéléments naturels qu'on a partout dans les murs, dans nos ossements, dans la... Voilà. Merci. Voilà, on est dans un environnement radioactif. Une autre intervention. Oui, madame. Alors, merci. Au sujet des trois grottes qui viennent d'être découvertes avec des peintures murales en Espagne. Je l'ai lu dans la presse tout récemment. Ils ont parlé d'une autre méthode de datation.
Mais bon, moi, j'ai pas compris. Je l'ai entendu comme tout le monde aux informations, mais ils n'ont pas dit quelle était la méthode qui avait été utilisée. Donc, non, ça va être publié dans les mois qui viennent, mais non, il y a des exemples comme ça très troublants. Vous avez tous entendu parler d'Abel, l'homme du Tchad, qui a démontré que l'origine des hominidés n'était pas en Afrique orientale, mais était partout en Afrique, y compris au Tchad, etc. C'est mon collègue Brunet de Poitiers qui a trouvé ce crâne. Et le problème est qu'il a daté, donc il aurait 8 millions d'années. Et pour le dater, il aurait utilisé, je dis il aurait parce que je n'ai pas réussi à obtenir les publications d'origine, une méthode qui travaille en stratigraphie par recouplement, par comparaison de proche en proche. Or, le crâne en question a été trouvé à l'horizontale, c'est-à-dire il n'y a pas de stratigraphie à l'horizontale. Donc il était sur un sol et il fallait faire une datation donc, absolue, comme on peut le faire en thermoluminescence. Donc la méthode qu'il a utilisée est une méthode indirecte, n'a pas été assez développée. Donc moi j'ai un petit doute de chercheur, de chronologiste sur le résultat qui est annoncé. Simplement parce que j'ai pas eu à examiner la publication. Alors donc il faut toujours écouter avec une oreille intéressée, mais curieuse quand même. Alors ce dont on parle pour l'Espagne actuellement, j'attends, il faut attendre tranquillement. Parce que il y a une course chez les anthropologues aux plus vieux squelettes, les plus anciens. C'est étrange d'ailleurs comme dynamique. Et c'est vrai, ça marche, hein, parce que celui qui découvre un truc qui peut être un petit peu plus vieux que le précédent, il a droit à aller au Max Planck à Heidelberg, il a droit à un poste quelque part. Mais il faut dire que les politiques, j'ai rien contre eux, mais les politiques sont très sensibles au coup de projecteur, au spot. Là. Bien. Plus d'interventions. Bon, ben, on va arrêter. On est resté à l'écran. Merci beaucoup. Merci de votre attention.